de l'opportunité que vous nous avez donnée depuis notre arrivée de parler à nos compatriotes et aujourd'hui encore de leur parler. Nous avons fait une mission, j'allais dire, très, très réussie. Oui, réussie en ce qui concerne d'abord l'installation de la commission électorale de représentation diplomatique que nous avons installée et dont vous avez indiqué tout à l'heure que M. Bala Sidibé en était le président. Nous devons dire que cette installation est faite dans une parfaite ambiance tout à fait fraternelle et c'est dans le consensus que M. Bala Sidibé a été désigné par les 9 membres de cette commission électorale de représentation diplomatique pour en être le président. Je dois indiquer que la commission électorale de représentation diplomatique comprend 9 membres, 4 représentants des partis de l'opposition, 4 représentants des partis au pouvoir et 1 représentant de l'ambassadeur. Donc nous sommes venus ici déjà avec la liste que les différents partis nous ont communiqué à Abidjan et nous avons donc procédé à l'installation puisque nous avions déjà averti pour dire que nous venions pour l'installation en donnant le jour et l'heure. Donc nous avons été très très heureux que cette cérémonie se passe dans une ambiance fraternelle. Ensuite, nous avons procédé à la formation de ces nouveaux commissaires pour leur dire quelles sont désormais leurs responsabilités. Comment cette commission électorale de représentation diplomatique doit fonctionner. Qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. Cette formation a été suivie dans l'après-midi d'une rencontre avec les Ivoiriens de Washington. Au cours de ces échanges, nous croyons avoir donné toutes les informations sans faux fuyant, dans un langage responsable, mais dans un langage, j'allais dire, très, très, très sincère. The host has joined the conference. Et nous avons passé à peu près 2 heures avec nos compatriotes de Washington pour répondre à leurs préoccupations. Nous espérons que nous avons atteint l'objectif. Dans tous les cas, nous restons ouverts aux questions que les uns et les autres pourraient encore se poser. Ensuite, le lendemain, nous nous sommes envolés pour New York. New York, où nous avons également rencontré nos compatriotes qui étaient un nombre plus important quand même. J'allais dire 3 fois le nombre d'Ivoiriens que nous avons ici à notre rencontre. Et là, nous avons passé 3 heures d'échange avec nos compatriotes pour leur parler des problèmes du pays. Il y en a qui se sont inquiétés de la question de la sécurité. Nous leur avons indiqué qu'en Côte d'Ivoire, actuellement, l'indice de sécurité est de 1,12. C'est exactement le même indice de sécurité que dans des villes comme Washington. Donc, nous sommes à même de faire des élections dans une telle atmosphère. Nous leur avons indiqué que aujourd'hui, des ONG, des organisations diverses sont en train de parcourir l'ensemble du territoire national pour expliquer aux Ivoiriens la nécessité d'avoir des élections apaisées en 2015. Parce que nous savons que la majorité de nos compatriotes ne souhaitent pas revivre ce qu'ils ont vécu en 2010. Parce qu'il fallait être en Côte d'Ivoire pour savoir ce qui s'est réellement passé. Donc on ne peut pas avoir vu ça ou entendu ça et vouloir revivre cette situation. Donc ces échanges ont été également, comme avec nos compatriotes de Washington, ces échanges ont été très ouverts, très francs, très cordiaux en même temps. Parce que, vous savez, on peut dire la vérité et dans un ton cordial, fraternel, sans excitation aucune. Et c'est cette attitude que nous avons adoptée. Je dois dire
que nous avons bénéficié d'une grande assistance du premier secrétaire de l'ambassade en l'absence de l'ambassadeur. Il était à notre disposition. Il a répondu à toutes nos sollicitations et je dois lui dire merci, lui et ses collaborateurs, parce qu'ils nous ont facilité le travail. À New York également, le vice-consul, en l'absence du consul général, nous a apporté une assistance extrêmement importante. Ce qui nous a permis donc de pouvoir organiser toutes ces rencontres dans un temps tout à fait très très court. Donc, vous me demandez de donner une conclusion. Je dois dire que nous avons passé aux États-Unis des moments intenses, des moments agréables, des moments que nous ne sommes pas prêts d'oublier, parce qu'en d'autres temps, en d'autres circonstances, ça avait été des missions très très périlleuses, très très difficiles. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, mais nous serons encore plus heureux si la révision de la liste électorale qui va démarrer vers le 7 juin, si à cette occasion nos compatriotes sortaient nombreux pour se faire inscrire sur la liste électorale. C'est en ce moment que nous saurons que notre message a porté et que nos compatriotes ont la volonté d'aller et de participer au choix de celui qui sera amené à diriger leur pays de 2015 à 2020. Parce qu'il est important que chacun de nous contribue au choix du premier responsable de son pays. Et notre satisfaction sera encore plus grande si nos compatriotes sortent nombreux. Il nous a été également signalé que il y a d'autres régions, d'autres villes qui regorgent d'Ivoiriens et où nous ne sommes pas allés. On le regrette, mais nous avons demandé à la nouvelle commission électorale de représentation diplomatique de nous faire des statistiques. Et que s'il était avéré qu'en plus de Washington et de New York, il y a des États ou des villes où nos compatriotes méritent qu'on aille vers eux, nous n'hésiterons pas à faire le déplacement lors de notre prochain séjour. Je dois indiquer que nous comptons être ici vers le 7 juin pour démarrer la révision de la liste électorale. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur Jacques Roger, et vous savez tout le plaisir que j'ai eu à échanger avec vous. Et toutes mes félicitations pour votre contribution au succès de notre mission. Parce que vous avez fait porter notre voix partout, j'allais dire aux États-Unis, où nous n'aurons pas pu aller. C'est comme si nous y étions pour ceux qui nous auraient écoutés. En tout cas, merci et je reste à votre disposition pour répondre à quelques questions, si vous voulez bien m'en poser. Merci beaucoup, M. Koné. L'autre question que je vous parlais, vous avez parlé donc de révision qui doit commencer donc le 7 juin. Comment cela se passera concrètement? Qu'est-ce que les Ivoiriens de la diaspora doivent faire pour être sur la liste électorale? Ceux qui n'ont pas été recensés, qu'est-ce qu'ils doivent faire déjà? Alors, la révision est une opération qui en principe devait se faire chaque année. Dans la Constitution, il est indiqué que la révision de la liste électorale se fait chaque année. Mais comme nous sortons d'une crise extrêmement aiguë et que le matériel qui a servi à la révision de la liste de 2010 a été complètement vandalisé et détruit, et que le coût d'une révision, quand même, c'est une opération extrêmement importante et coûteuse, et compte tenu de la situation économique du pays, nous n'avons pu faire la révision
en 2011, 2012, 2013, 2014. Donc, la révision consiste en quoi? Pour répondre précisément à votre question, la révision consiste premièrement pour ceux qui sont déjà sur la liste de 2010 et qui souhaitent changer de lieu de vote, à se présenter dans les bureaux qui seront ouverts, les centres d'enrôlement qui seront ouverts, à se présenter dans ces centres et à indiquer qu'ils souhaitent changer de lieu de vote. Par exemple, vous votiez à Washington, maintenant vous êtes à New York, vous souhaitez voter à New York. Vous venez, vous dites, bon, moi maintenant j'ai décidé de voter à New York. OK? On note, on prend la base, dans la base de données, vous y êtes déjà. On tape, on fait un clic et puis votre nom sort et on indique que bon, votre bureau de vote sera dans tel quartier à New York. Et puis ensuite, ceux qui ont par exemple changé de nom, surtout les dames qui sont devenues madame quelque chose, bon, elle vient, j'ai changé de nom, je m'appelais madame Koné par exemple, Koné Mariam par exemple, maintenant je m'appelle madame Koné Mariam, épouse Berthé ou quelque. Bon, je vais changer mon nom. On fait ces changements. Là, c'est un simple changement de nom. Ce n'est pas un changement de lieu de bureau de vote. Et puis maintenant, il y a ceux qui ne sont pas sur cette liste, qui viennent donc pour la première fois pour se faire inscrire sur la liste électorale. Ceux-là, ce sont tous ceux qui ont plus de 18 ans, qui jouissent de leurs droits civiques, qui viennent donc dans le bureau d'enrôlement et pour lesquels on va prendre donc toutes les empreintes digitales, la photo, les renseignements, nom, prénom, nom du père, nom de la mère, et on va prendre tous ces éléments. Mais il faut fournir une pièce. Jusque-là, la pièce que nous, la commission électorale, a indiquée, c'est la carte nationale d'identité. Mais ici, on nous a dit la difficulté, et c'est la même chose en Côte d'Ivoire, la difficulté à avoir la carte nationale d'identité. Vous savez que l'Office national d'identification qui produit la carte nationale d'identité en Côte d'Ivoire avait fait l'objet également de vandalisme et tous ces équipements avaient été détruits. Donc, il a fallu reconstituer ces équipements et démarrer donc la production des cartes nationales d'identité. Et cette production, évidemment, n'a pas suivi le rythme qu'il aurait fallu pour que le maximum d'Ivoiriens ait. Et qu'on vienne même ici vous fournir des cartes nationales d'identité. Donc, on nous a indiqué ici cette difficulté que nous prenons en compte et nous sommes en train de réfléchir quand nous allons rentrer à Abidjan avec les membres de la Commission nationale. Alors, l'ensemble des membres de la Commission réfléchit sur la pièce qu'on pourrait demander pour les Ivoiriens de la diaspora. Ça pourrait être certainement la carte consulaire, puisqu'on nous a dit que cette carte consulaire est faite en prenant les empreintes biométriques, enfin tout ça, et donc elle fait preuve d'une fiabilité pour le moment indiscutable. Et puis bon, en Côte d'Ivoire, peut-être qu'on va demander une autre pièce en complément de la carte nationale d'identité pour pallier à la difficulté des Ivoiriens à avoir cette pièce-là. Donc, quand vous venez avec ça, vous prenez toutes ces informations, sont prises, votre photo, vos empreintes digitales, des 10 doigts, et puis voilà, vous êtes sur la liste électorale. Ensuite, il va sortir, à la fin de toute cette opération, on va faire un croisement pour éviter les doublons, parce que quelqu'un peut s'être inscrit 2 fois. Donc, il y aura un croisement pour enlever tous les doublons. Et ensuite, on va sortir une liste provisoire. Une liste provisoire. Je dois rappeler que sur la liste de 2010, on va expurger tous ceux qui sont décédés. La liste provisoire sort, elle sera affichée partout ou dans tous les centres où il y a eu l'enrôlement, la liste sera affichée là-bas. Donc, s'ouvre un contentieux. Le contentieux va durer un certain nombre de jours, peut-être 15 jours de contentieux. Après le contentieux, on a la liste définitive. Et cette liste définitive, c'est celle qui va servir pour le scrutin de 2015. Cette liste sera sur le site de la CEI
Et pour savoir si vous êtes sur cette liste, on va vous donner en ce moment les éléments qu'il faut à partir de votre portable. Vous tapez ça, et puis bon, ça va vous indiquer que vous êtes sur la liste, votre numéro c'est tant, votre centre de vote c'est tant. Donc, voilà un peu rapidement résumé ce qu'il faut pour être sur la liste électorale de 2015. Voilà, qui est très bien répondu. Alors, Monsieur Koné, une des questions donc, des auditeurs, la dernière fois après notre émission, vous aviez dit que la liste électorale donc, de 2010 était à peu près 5 millions 700 et quelques mille, et que vous attendiez à peu près encore 3 millions donc, de personnes. Alors, les Ivoiriens se posent la question de savoir, il y avait déjà eu des audiences foraines et puis des recensements, des révisions. Et donc, pendant 50 ans d'existence de la Côte d'Ivoire, la liste électorale était donc de 5 millions 7. Et après, en 3 à 4 ans, nous passons donc de 5 millions 7 à pratiquement un peu 9 millions. D'où viennent, si vous voulez, les 3 millions encore d'électeurs? Et dans quelle région ces 3 millions d'électeurs viendront, si vous voulez? Ben, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Je voulais dire à vos auditeurs que beaucoup de nombreux Ivoiriens n'ont pas pu s'inscrire sur la liste en 2010, la liste de 2010. Si vous prenez des pays comme la France, de nombreux Ivoiriens en France n'ont pas pu s'inscrire sur la liste. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu d'élection là-bas. Et en Côte d'Ivoire, de nombreux Ivoiriens, je vous le dis, n'ont pas pu être sur la liste électorale pour des raisons diverses. D'autres parce qu'ils n'y sont même pas allés, parce que vous devez savoir que le vote n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire. Il y a des pays où le vote est obligatoire. Si vous ne votez pas, c'est un nombre de services publics dont vous ne pouvez pas bénéficier. Là, donc, en Côte d'Ivoire, c'est différent. Le vote n'est pas obligatoire. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller vous inscrire sur une liste électorale. OK? Et nous sommes partis sur la base du recensement général de la population ivoirienne. Vous savez très bien qu'il y a eu un recensement général de la population ivoirienne qui donne à peu près 24 millions d'Ivoiriens. Et ce recensement donne donc le nombre d'Ivoiriens dans différentes tranches d'âge. Et les Ivoiriens dans la tranche d'âge de 18 ans et plus donnent à peu près entre 10 et 11 millions. Entre 18 et plus. Les Ivoiriens entre 18 et plus. Donc, sur cette base, de façon statistique, on s'est dit qu'on doit pouvoir sortir une liste de 8 millions à 8 millions 700 Ivoiriens. Parce qu'actuellement, nous sommes 5 millions 752 255. On doit pouvoir avoir une liste de 8 millions 7. Sinon, la normale aurait été qu'on aboutisse au même chiffre d'Ivoiriens de plus de 18 ans tel qu'il ressort du recensement général. Mais on sait que tous ces Ivoiriens-là, ils n'ont pas tous leurs droits civiques. Il y en a peut-être qui n'ont pas leurs droits civiques et qui ne peuvent pas être sur une liste électorale. Voilà, c'est aussi simple, c'est statistique, c'est pas une invention. Donc, si on n'atteint pas les 3 millions, ben, on ne dira pas que la CEI avait dit on aura 3 millions en plus. Parce que je le répète, les 3 millions ne sont pas obligés d'aller se faire inscrire sur la liste électorale. Vous, Jacques Roger, vous pouvez estimer que les élections là vraiment, ça ne vous intéresse pas, donc vous n'allez pas aller vous mettre sur la liste électorale. C'est comme le jour du scrutin, on se rend compte que le taux de participation n'est pas toujours aussi élevé que celui de 2010. 2010, on a eu exceptionnellement un taux de participation de 97%, ce qui n'est pas courant. Parce que le jour du scrutin, des gens estiment que bon, ils ne peuvent pas aller se mettre en rang devant un bureau de vote et tout ça.
Voilà un peu, c'est vraiment sur la base des statistiques liées au dernier recensement général de la population de Côte d'Ivoire que nous faisons cette extrapolation en nous disant que bon, on pourra avoir 3 millions d'électeurs nouveaux. Voilà, 3 millions d'électeurs nouveaux, vous avez parfaitement raison, je ne suis pas sur la liste électorale, hein, voilà, pas encore d'ailleurs. Voilà. Ah bon, d'accord. Alors que je sais que vous allez y aller cette année. Voilà, nous allons essayer. Alors, M. Koné, avec votre permission, nous allons prendre des questions donc, des auditeurs dans les cadres donc, des États-Unis et puis certainement vous libérer. Hein. On va aller du côté de M. Doumbia Oumar, voilà. Monsieur Oumar, allez-y pour votre question, des questions courtes, hein, s'il vous plaît. Hein. On n'a pas de temps pour des commentaires, on fera les commentaires plus tard. Des questions courtes. Allez-y, Monsieur Doumbia. Alors, Monsieur Doumbia Oumar, est-ce que vous nous entendez, hein? Bon, je crois qu'il ne nous entend pas. On va aller du côté de Chicago, hein, pour voir donc Monsieur Loès. Question courte, pas de commentaires. Nous aurons la possibilité d'avoir faire le commentaire plus tard. Allez-y, Monsieur Loès, et puis Chicago. Allô? Oui, Monsieur Loès. Allô, Jacques. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Monsieur Koné. Bonsoir. Ma question était... Loès. J'ai deux petites questions. Est-ce qu'il y aura des commissions comme la vôtre au Ghana, au Bénin, au Togo et au Libéria? C'est la première question. Ma deuxième question, la dernière fois que vous avez parlé avec Jacques, vous avez parlé des représentants des candidats comme le président Alassane, du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale et tout ça. Mais est-ce que vous avez les représentants de KKD, enfin les candidats déclarés pour le moment, de KKD, de Siamara, de M. Jean Kounambani et autres dans votre commission électorale? C'est tout. Merci. Bien, vous avez fini? Oui, c'est tout. Allez-y. Ok. Bien, écoutez, je vous remercie, M. Loès, pour votre pertinente question. Oui, il y aura une commission électorale locale au Ghana. Il y en aura une au Togo parce que le Togo, c'est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana et également ambassadeur de Côte d'Ivoire au Togo. Donc, comme en 2010, les Ivoiriens qui sont au Togo, qui souhaiteraient voter, viendront s'inscrire au Ghana. Vous avez cité le Libéria. Nous n'avions pas eu d'élection au Libéria en 2010. Nous avons écrit, le ministère des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire a écrit à toutes les ambassades pour demander les statistiques des Ivoiriens qui résident dans leur pays. Parce que c'est en fonction de ça que nous ouvrons une commission électorale de représentation diplomatique. Parce que vous savez que les élections à l'extérieur coûtent très très cher. Donc il y a très peu de pays en Afrique qui organisent les élections à l'extérieur. Nous l'avons fait en 2010, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas en 2015. Mais nous le faisons sur la base des statistiques. Nous n'allons pas aller ouvrir un bureau de vote dans un pays où il y aura 15 Ivoiriens qui vont voter ou 30 Ivoiriens. Pour nous, un bureau de vote, c'est au moins 300 personnes. Donc, c'est sur la base des statistiques et c'est pour ça que nous n'avons ouvert des commissions électorales de représentation diplomatique que dans les pays où il y en avait déjà pour les élections de 2010. Voilà. Et maintenant, votre deuxième question. Vous savez, la commission électorale indépendante, c'est une institution chargée des élections dont les membres sont désignés par leur parti politique. Je dis bien parti politique. Pas par des candidats potentiels ou même des candidats, mais par des partis politiques. Vous avez cité KKB, vous avez cité Bani, vous avez cité... Mais ce sont des gens du PDCI, sont des militants du PDCI. Pour le moment, ils n'ont pas créé de parti. Donc, le PDCI est représenté à la commission électorale centrale et dans toutes les commissions électorales locales qui ont été créées.
C'est comme ça qu'il faut comprendre. Sinon, vous savez, on serait en train de recomposer la commission électorale indépendante tous les jours si elle devait tenir compte des candidats. Mais les candidats, le jour du scrutin, ont un représentant dans le bureau de vote pour suivre le processus électoral. Et je vous dis et je vous le répète que notre processus électoral est extrêmement transparent. Le scrutin s'ouvre à X heures en présence des membres du bureau de vote, ils sont 3, plus les représentants de tous les candidats qui assistent à tout le déroulement du scrutin, jusqu'à la fermeture du bureau de vote, au dépouillement, à la proclamation des résultats, et chaque représentant des candidats sort du bureau de vote avec une copie du procès verbal qu'il a signé lui-même. Et le résultat est affiché devant le bureau de vote. Donc, les candidats, s'ils ont la capacité de se faire représentants dans les 21 000 bureaux de vote, s'ils ont la capacité de se faire représentants dans les 21 000 bureaux de vote, évidemment, ils assistent à tout le processus des opérations électorales le jour du scrutin. Voilà, donc oui, ceux-là n'ont pas de représentants à la commission électorale parce qu'ils sont d'un parti politique et c'est le parti politique qui est représenté à la commission électorale locale et non les candidats. Voilà. Voilà, une autre question. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je pense très bien. Hein, Monsieur Loès, vous êtes satisfait, ça va? Oui, ça va. D'accord. Une autre question qui vient donc de Madame Mariam qui appelle de la Californie. Hein. Elle parle donc de la sécurité hein, au niveau donc des élections que des organisations internationales des droits de l'homme. On pense qu'il y a plus de 5000 encore hein, combattants ou ex-combattants qui sont encore armés. Est-ce que vous ne craignez pas que ces ex-combattants puissent perturber un peu donc ces élections? Bien, merci beaucoup. Je voulais dire à notre sœur Mariam qu'avant de quitter Abidjan, le 30 avril, nous avons eu une importante réunion avec le ministre de la Défense et tous les corps, l'armée, la police, la gendarmerie, l'ONUCI, pour parler du processus de sécurisation des élections. Mais avant ça, nous avons rencontré le directeur du DDR. Le DDR, c'est la démobilisation, réinsertion des anciens combattants. Directeur de cette structure, donc, qui s'occupe des anciens combattants, nous a indiqué que le 30 juin, je dis bien, le DDR prend fin. C'est-à-dire le dernier ex-combattant aura été réinséré. Son arme aura été récupérée, il aurait été réinséré. Et si notre sœur m'a écouté au début, j'ai bien indiqué que l'indice de sécurité aujourd'hui en Côte d'Ivoire est de 1.12. 1.12, c'est le même indice de sécurité qu'à Washington où nous sommes. C'est dire que si les élections ont pu se dérouler en 2012, en 2010, où on n'avait même pas, où le processus de réinsertion des ex-combattants était à son point, à son démarrage, c'est pas 4 ans après, 5 ans après, que le maximum a été fait pour réinsérer ces personnes, qu'ils vont rendre impossible des élections. Ils n'ont pas cette capacité et je le répète que le 30 juin, on finit avec ce processus de réinsertion des ex-combattants. Si quelqu'un est pris encore, qui se dit ex-combattant, ben, il va subir, il va être envoyé devant les tribunaux pour répondre de ses actes parce qu'il ne sera plus traité comme ex-combattant, il sera traité comme un brigand, il sera traité comme un voleur, il sera traité peut-être comme un coupeur de route si c'est sur une route qu'on l'a pris.
Voilà ce que je voulais dire à notre sœur et lui dire que nous travaillons activement à la sécurisation des élections, comme nous l'avons fait d'ailleurs pour les élections législatives, municipales et régionales qui n'ont connu l'objet d'aucune perturbation liée aux ex-combattants. Et ça, c'était déjà en 2013 et en 2012 et en 2013. Donc, le processus de sécurisation est en marche et nous pouvons dire à nos compatriotes qu'ils pourront aller voter tranquillement. Voilà, nous allons aller du côté donc de New Jersey avec M. Yves Bambara, donc de Faso Radio, du Burkina Faso, qui a contribué donc, si vous voulez, donc à la paix donc, dans son pays. Alors Yves, vous avez M. Koné en ligne, allez-y pour votre question. Bonsoir M. Koné, on est arrivé aux États-Unis. Bonsoir. Merci. Merci pour votre noble travail. Et je voulais vous demander, la dernière fois vous avez comparé la situation électorale en Côte d'Ivoire, dès 2010 de Côte d'Ivoire à celle du Nigeria. Pensez-vous réellement que les deux situations sont comparables, puissent être comparables? Et deuxièmement, est-ce que vous pouvez nous donner exactement, vous avez une idée du nombre nombre d'électeurs de la Côte d'Ivoire sur la liste électorale de 2010 et de maintenant comparativement? Pouvez-vous nous donner une idée du nombre exact d'électeurs qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire comparativement à 2010? Merci. Par rapport à la deuxième question, ça a déjà répondu. En 2010, c'était donc 5 700 et quelques mille. Et en 2015, les prévisions, on parle donc de entre 8 millions 5 et 9 millions. Monsieur Koné, voilà, allez-y. Ok, merci beaucoup. Écoutez, moi je pense que ces situations sont comparables. Parce que si vous suivez très bien l'actualité, vous devez savoir que les élections au Nigeria étaient une préoccupation majeure pour toute la communauté internationale. D'abord parce qu'il y avait la guerre, il y avait Boko Haram qui sévissait. Et puis, il faut se rappeler que les élections d'avant, il y avait 1000 morts. Il y a eu 1000 morts. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, c'était 3000 morts. Au Nigeria, c'était 1000 morts. Mais vous savez qu'une vie humaine, et quelle que soit la situation, on doit éviter la perte d'une vie humaine. Donc pour moi, c'était et la tension était très très forte. Très forte. Tout le monde pensait que si les élections se passaient mal, ce serait la guerre entre les musulmans et les chrétiens. C'était ça. Parce qu'un des candidats était chrétien et un musulman. En Côte d'Ivoire, on a la chance, on n'a pas ces conflits religieux entre nous. On n'en a pas. Mais quand vous vous rappelez peut-être, le président qui a été élu avait accusé le président de la commission électorale indépendante d'avoir formaté les machines afin de falsifier ces chiffres en faveur de son adversaire. Donc, moi, je dis, et c'est comme ça, les gens sont assez inquiets pour les prochaines élections en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour ça que je me permets de faire donc cette comparaison. Et au Nigeria, dès que le candidat, avant même que la commission électorale ne donne le résultat définitif, dès que le candidat qui connaissait ces chiffres, parce que chaque candidat connaît ces chiffres bien avant que la commission électorale ne donne les résultats, parce que j'ai indiqué tout à l'heure que chaque candidat est représenté dans chaque bureau de vote. Donc il y a une compilation rapide des chiffres qui fait que le candidat connaît ses voix. Mais dès qu'il a su les chiffres qu'il avait eus, qu'il a appelé son adversaire pour le féliciter, vous avez vu, la tension a baissé. Et puis bon, personne aujourd'hui n'est pas des élections du Nigeria, c'est fini, on a oublié ça, le pays avance. Donc c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, parce qu'aujourd'hui les gens sont inquiets, les prochaines élections en Côte d'Ivoire, oui, comment ça va se passer, c'est l'inquiétude. Mais nous travaillons à ce que cela se passe comme au Nigeria, que le vaincu reconnaisse rapidement qu'il a perdu et qu'il appelle le vainqueur pour le féliciter
et puis qui dise à ses partisans, bon, écoutez, c'est fini cette affaire, peut-être qu'on se prépare pour les prochaines élections. Voilà un peu ce que je voulais dire. Maintenant, je pense que monsieur Roger vous a donné la réponse à la deuxième question. J'ai indiqué tout à l'heure qu'il y avait 7 525 255 Ivoiriens sur la liste électorale de 2010 et que nous en attendions 3 millions en plus. Par rapport au recensement général qui a été fait dernièrement en Côte d'Ivoire et qui nous donne la tranche d'Ivoiriens qui ont plus de 18 ans. En Côte d'Ivoire, pour voter, il faut avoir plus de 18 ans. Donc, sur cette base-là, nous avons fait une extrapolation qui pourrait nous donner 3 millions d'électeurs en plus. Mais on peut ne pas atteindre ces 3 millions, on peut les dépasser. Parce que j'ai également indiqué que les élections ne sont pas obligatoires en Côte d'Ivoire. Donc, celui qui n'a pas l'envie d'aller s'inscrire sur la liste électorale n'est pas obligé d'y aller. Voilà un peu pour répondre à votre deuxième question. Voilà, du côté donc de l'État donc de Washington DC avec l'écrivain, M. Laurent Agueyi. Agueyi, allez-y pour votre question, on aura la possibilité de commenter plus tard. Et ceux qui veulent poser des questions, toutes les mails sont déjà annulées, donc appuyez encore sur la touche 5 étoiles, puisque notre invité va nous quitter dans à peu près 5-10 petites minutes. M. Laurent Agueyi, allez-y pour votre question. Merci Jacques. Alors, on vient... Bonsoir M. Koné. Une minute. Oui, bonsoir. Oui. Alors, la CI que vous plantez ici, la dernière fois, je vous ai demandé à propos de Youssou Bakayoko. Il sera toujours maintenu et vous pensez que les Ivoiriens seront d'accord sans que vous ne soyez gênés. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez conserver Youssou Bakayoko toujours jusqu'aux élections? M. Agueyi, ce n'est pas M. Sourou qui va conserver M. Youssou Bakayoko. Voilà, M. Youssou Bakayoko a déjà été élu, je suppose, à la présidence de la CEI, donc c'est lui qui va conduire ces élections. C'est aussi clair. Alors, M. Koné, allez-y. Oui, mais M. Agueyi, je vous remercie. Je vous informe que les membres de la commission électorale indépendante sont désignés par des partis politiques ou des structures de l'État. Et que c'est l'ensemble de ces 17 membres que nous sommes cette fois-ci, contre 31 dans l'ancienne commission, c'est l'ensemble de ces 17 membres qui se réunissent et qui élisent le président et les vice-présidents et le secrétaire permanent et ses adjoints. Nous sommes 9. 4 vice-présidents, un secrétaire permanent et 3 secrétaires permanents adjoints. Et naturellement le président. Donc, dans le cadre de l'élection, c'est le président Youssou Bakayoko qui a été élu par ses pairs. Donc, c'est pas un problème de le conserver ou de ne pas le conserver. Il est élu pour présider cette commission électorale indépendante. Et je voudrais que les Ivoiriens sachent que le président de la CEI n'a pas un pouvoir de décision seul. Les décisions sont prises par les membres de la commission centrale, c'est-à-dire les 17 membres, qui se réunissent, qui prennent une décision sur un problème donné. Les décisions se prennent à la majorité ou bien par consensus? À la majorité ou bien par consensus? Le consensus, mais si le consensus n'est pas obtenu, on passe au vote. Okay, et naturellement, c'est la majorité. M. Youssouf n'en est que le président. Il ne décide pas. Donc, je voulais que notre frère comprenne que Youssouf Bakayoko, c'est vrai, il y a des récriminations contre sa personne, mais il n'a dit que ce qui a été écrit par les membres de la commission centrale, les chiffres, ils lui ont été donnés. La compilation des listes est faite par la commission centrale qui les valide. Et ce sont ces chiffres consolidés
que Youssouf Bakayoko va livrer à la nation. Vous avez vu d'ailleurs les listes, les chiffres région par région sont donnés par le porte-parole. Et Youssouf Bakayoko ne donne que les chiffres consolidés. Donc, veuillez accepter que Youssouf Bakayoko continue à assumer les charges de président de la Commission électorale indépendante et faites confiance, s'il vous plaît, à vos frères et sœurs qui sont dans cette commission, qui aiment la Côte d'Ivoire comme vous et qui sont conscients des responsabilités qui sont les leurs devant leurs compatriotes et devant l'histoire, de faire en sorte que les élections se passent bien. Ils en ont une haute conscience et ils travaillent dans ce sens. C'est pour ça que notre stratégie de communication pour les élections de 2015 est extrêmement claire et nette. Nous devons parler à nos compatriotes dans les villes, dans les villages, dans les campements, pour leur donner les informations liées aux élections. Depuis quelque temps, de nombreuses ONG que nous avons agréées parcourent la Côte d'Ivoire pour sensibiliser les Ivoiriens sur la révision de la liste électorale. Qui doit se faire réviser? Comment se faire réviser? Où se faire réviser? Toutes ces informations sont données à nos compatriotes. Et puis en même temps, un message de paix, d'apaisement, de pardon, pour que notre pays soit un pays stable. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, Monsieur Monsieur Agueï, pardon. J'espère que j'ai répondu à votre préoccupation, que j'ai pu vous donner un certain nombre d'éclairages sur la composition de la commission électorale et la désignation de son président. Et je vous remercie pour votre question. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Kaba, depuis New York, allez-y rapidement pour votre question. Hein. Nous allons libérer notre invité d'ici très peu de minutes. Allez-y, Kaba. Monsieur Kaba, depuis New York, vous êtes en ligne. Alors, s'il n'entend pas Monsieur Kaba, on va aller du côté de Monsieur Bonsoir, Monsieur Koné. Bonsoir, Monsieur Koné. Non, Bonsoir. Alors, bonsoir, Monsieur Koné. Bonsoir, Monsieur Kaba. Voilà, rapidement. J'ai suivi, je suis inquiet au niveau de la presse. Nous savions que nos pays, surtout la Côte d'Ivoire, la presse, on n'a pas eu la libéralisation de la presse. Je veux dire que la presse vivait en quelque sorte au niveau de l'information audiovisuelle. Par exemple, en Angleterre, lorsqu'il y a des élections en Angleterre, comme celui qui vient de se passer, vous suivez la télévision, vous n'aviez pas l'impression qu'il y a élection. Vous n'avez pas l'impression le jour des élections. Alors, comment vous allez juguler ça pour que nous ayons la presse doit se tenir, parce que nous n'avons pas une certaine définition de la presse dans l'élection ivoirienne. Alors, je voudrais savoir, est-ce que ce jour des élections, nous allons entendre une campagne, nous allons entendre le président qui est cité dans les œuvres qu'il a compris, ainsi de suite. Alors, je voulais demander quelle est la tenue de la presse face à cette élection en Côte d'Ivoire. Merci. Bien, je voulais, M. Kaba, vous remercier et vous dire effectivement, vous avez raison. Au niveau de l'audiovisuel, il n'y a pas une libéralisation de la presse. Mais ceci est en cours. Les appels à candidature viennent d'être lancés par la haute autorité de la communication et de l'audiovisuel pour que les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui souhaitent créer des radios, des télévisions privées fassent acte de candidature. Mais c'est la presse écrite
qui est fortement libéralisé en Côte d'Ivoire. Il y a une multitude de journaux. Et pendant la campagne, je dois vous indiquer que pendant la campagne électorale, tous les candidats ont un droit d'intervention qui est équitable par candidat. Pendant les 15 jours que dure la campagne officiellement, tous les candidats sont minutés par la haute autorité de la communication. Et aucun candidat ne doit dépasser les autres. C'est un chronomètre qui est mis en marche. Donc, tous les candidats ont en ce moment un égal accès aux médias publics. Je dis bien aux médias publics, sinon les médias privés traitent comme ils ont l'habitude de traiter l'information. Mais aux médias publics, c'est-à-dire la télévision et la radio publique, donnent de façon équitable la possibilité à tous les candidats d'intervenir. Voilà ce que je voulais vous dire, mais je pense qu'il n'est pas impossible que d'ici les prochaines élections, il y ait des télévisions et des radios privées en Côte d'Ivoire. Et en ce moment-là, il y aura une plus grande libéralisation, une grande diversité de la campagne électorale. Mais sachez que dans les journaux, en tout cas, vous lisez tous les jours les comptes rendus des différents candidats qui survont l'ensemble du pays pour leur campagne électorale. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette question importante. C'est vrai, notre pays a pris un retard sur les autres pays africains en matière de libéralisation de la presse. Je me demande même parfois quel est le problème. Sinon, des pays qui ont eu la télévision longtemps après la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vous y trouvez 3 ou 4 chaînes privées de télévision qui fonctionnent dans ces pays-là. Mais chez nous, mais enfin, heureusement, les choses démarrent et on pense que dans 2-3 ans, on va avoir une multitude de chaînes privées de télévision en Côte d'Ivoire. Voilà, on va aller du côté de la Pennsylvanie, c'est à la Philadelphie, avec M. Almami Karamoko. Allez-y, rapidement pour votre question, pas de commentaires. Alors, Philadelphie, est-ce que Philadelphie répond Bon, si on n'a pas Philadelphie, on va directement du côté de notre ami Sanogo Mohamed, notre ami donc de Touba. C'est bien ça, voilà. Sanogo, vous êtes en ligne. Bonsoir, M. Kouné. Bonsoir, M. Sanogo. Oui, j'ai une question par rapport aux élections. Lorsque je venais ici, je n'avais pas pu faire mon extrait de naissance et j'ai fait une copie intégrale. Les élections passées, je n'ai pas pu voter. Et je voulais savoir si, avec mon copie intégrale, je peux m'établir une carte d'identité et faire les élections. Oui, je pense que vous pouvez, mais il n'est pas évident, en tout cas pour le moment, nous n'avons pas la certitude que l'Office national d'identification viendra à l'étranger pour établir des cartes nationales d'identité. En tout cas, on n'a pas encore cette information, mais je pense que si vous avez une carte consulaire, certainement que vous pourrez être sur la liste électorale. En tout cas, c'est une préoccupation qui nous a été posée par beaucoup de cette mission et que nous allons analyser avec une certaine bienveillance dès notre retour sur Abidjan. Jacques Roger, si vous me permettez. Si vous étiez en Côte d'Ivoire, évidemment, vous auriez pu aller faire votre carte nationale d'identité avec votre copie intégrale, bien sûr, en ayant un certificat national, un certificat de nationalité sécurisé, parce que maintenant, les certificats nationaux sont sécurisés et c'est avec le certificat national sécurisé que vous allez vous faire établir une carte nationale d'identité. Oui, mais je connais, j'ai le certificat de nationalité de mes 2 parents, j'ai la carte d'identité de mes 2 parents. Seulement, j'ai une fois appelé à l'ambassade pour m'établir une carte de l'ambassade consulaire. Il m'a été dit que lorsque vous avez la nationalité américaine, que vous ne pouvez plus établir cette carte-là. Moi, dans mon cas, j'ai la nationalité américaine.
Bon, en Côte d'Ivoire, la loi est très très claire. Hein. Oui. Si vous êtes ivoirien, tant que vous n'avez pas écrit de façon formelle pour dire que vous renoncez à la nationalité ivoirienne, vous demeurez ivoirien. Voilà, c'est aussi clair que ça. Peut-être que celui qui vous a dit ça a une méprise de la loi ivoirienne, de la constitution ivoirienne, mais en tout cas, la question de la nationalité, c'est très très clair. Oui. Tant que vous n'avez pas écrit pour dire je renonce à la nationalité ivoirienne, vous êtes ivoirien. Voilà l'information que je voulais vous donner. Ok, merci. Ouais. Merci pour l'information capitale. Je crois qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont pratiquement dans ce cas-là d'ailleurs. Voilà. Merci d'avoir éclairé un peu, évacué si vous voulez cette question. Alors, merci beaucoup, M. Koné. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup encore de questions, hein, mais nous n'allons pas seulement abuser votre temps. On a demandé 20 minutes, on a eu pratiquement le triple. Alors, M. Koné, hein, votre appel, je vais dire, hein, le mot d'espoir hein, que vous pouvez certainement adresser à vos compatriotes qui sont très très nombreux et qui vous écoutent. Merci, M. Jacques Roger, pour l'occasion que vous nous donnez encore de nous adresser à nos compatriotes. Moi, je voulais dire aux Ivoiriens et Ivoiriennes qui sont ici que notre objectif à nous tous, c'est de voir notre pays aller de l'avant. C'est de voir notre pays poursuivre son développement et faire en sorte que la Côte d'Ivoire redevienne un pays où il fait bon vivre. Je crois que nous devons faire en sorte de nous aimer les uns les autres, de nous pardonner les uns les autres et de reprendre à vivre ensemble. Parce qu'il n'y a que dans cette volonté de vivre ensemble qu'on peut faire des progrès. Vous avez l'avantage d'être dans un pays hyper développé, où les gens ont une autre conscience de leur nationalité américaine, où ils sont très très fiers de dire qu'ils sont américains, et je veux que vous soyez fiers d'être ivoiriens. Vous devez en toutes circonstances et en tout lieu dire je suis ivoirien et je dois œuvrer pour que mon pays aille de l'avant. Et c'est cette communion d'esprit de l'ensemble du peuple qui va faire que notre pays va aller de l'avant. Il y a eu des meurtrissures, il y a eu des blessés, il y a eu des meurtres des gens. Mais sachons pardonner. Sachons nous pardonner les uns les autres. Et faisons en sorte que plus jamais, oui, je dis plus jamais, notre pays ne revive que ce qu'il a vécu en 2010. Merci de toutes les questions pertinentes que vous nous avez posées. Nous espérons vous avoir donné satisfaction. Et nous reviendrons ici encore. Nous échangerons avec vous. Et nous souhaitons qu'un jour, vous puissiez dire, écoutez, moi je suis fatigué de vivre ici, je m'en vais dans mon pays. Je m'en vais dans mon pays parce qu'il y a des potentialités. Je m'en vais dans mon pays parce qu'on dit que non, là-bas maintenant, vous pouvez entreprendre en toute liberté. Parce que le climat des affaires aura été très, très, très clair, que vous pouvez entreprendre selon vos capacités. En tout cas, merci beaucoup. Et je voudrais, M. Jacques Roger, vous dire merci. Que Dieu vous bénisse et que votre radio connaisse un plein épanouissement. Bonsoir à tous vos auditeurs et au plaisir de les retrouver au mois de juin, si Dieu le veut. Voilà, merci beaucoup M. Koné et portez-vous bien et surtout, hein, bon retour en Côte d'Ivoire. Hein. Merci M. Roger. Au revoir. Make it hurt you better. Be a faithful, Lord,